Depuis des millénaires, l'homme a bâti des cités pour se protéger des dangers et des intempéries. Qu'il s'agisse de Cappadoce, Téotihuacan, Troie, Babylone ou encore l'Eldorado ou l'Atlantide, certaines de ces cités ne sont que des mythes. Et pourtant, si leurs légendes sont parvenues jusqu'à nous, c'est que les hommes les ont rêvées. Et c'est cela qui est important. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une cité bien plus modeste, mais dont l'histoire est tout aussi mythique. Ses vestiges se trouvent dans l'est de la France, en Lorraine. Comme beaucoup de grandes cités légendaires, son histoire est entourée de nombreux mystères et de non-dits, qui cachent souvent une vérité complexe. Oui. Vous voulez la voir? Vous voyez le bâtiment là de Claude Duval, le seul bâtiment nouveau qui était sur Saint-Dié après la guerre. Et ici en haut, tout le dessus là, c'est des baraques là. Tout ce qu'on voit ici là. Tous les gens de Saint-Dié qui avaient été brûlés, il y a au moins 60% qui ont été habités dans les maisons là. Il fallait faire quelque chose tout de suite, le plus vite possible. Oui, j'habitais en haut, mais on ne voit pas du tout tout au début, là. Et des baraques, je venais travailler là, donc c'était tout près. L'architecture de Le Corbusier, usine moderne, Claude Duval. Moi, j'étais fier de rentrer dedans. Dans les moments-là, c'était le plus beau bâtiment. C'est le premier qui a été terminé. Ils n'ont pas refait d'autres usines neuves avant lui. Après, ça a commencé, ça. Moi, j'ai trouvé que c'était magnifique. Ça faisait moins usine, moins. Vous voyez, ça faisait pas du tout. Quand vous baladiez sur la route devant, bon ben, il fallait savoir que c'était une usine. Hein. C'est vrai. Hein. Écoutez, dans la période-là, on entendait parler que Le Corbusier referait peut-être Saint-Dié. C'est lui qui refait les dessins pour ça, enfin les plans. Puis ça ne s'est pas fait, je ne sais pas pourquoi. Le XXe siècle vient de perdre son architecte. Peut-être même devrait-on dire le XXIe siècle, car l'enseignement de Le Corbusier demeure toujours trop neuf. Il continue de se heurter à l'incompréhension quasi générale et à la méfiance de l'administration. Le Corbusier n'innove pas, il bouleverse. Il guide le soleil dans la maison quand d'autres se contentaient d'ouvrir des fenêtres. Il monte les jardins sur les toits et écarte l'immeuble de la rue. Il arrache la grille et plante l'arbre. Il crée la maison pour l'homme en respectant l'habitude et en y ajoutant la liberté, l'espace. C'est l'homme qui lui sert de règle à calcul et le matériau l'habille sur mesure. La commune de Saint-Dié-des-Vosges s'étend dans la vallée alluviale de la Meurthe, au pied de la colline de l'Ormont, et compte 22 000 habitants. C'est grâce à l'industrie du textile que la commune connut un premier essor industriel vers 1830. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Saint-Dié-des-Vosges figurait au palmarès des villes les plus industrialisées de France. Aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui est assez célèbre dans le monde entier et qui a une place aussi importante à Saint-Dié. Alors, qui peut me lire? C'est un architecte? C'est un architecte. Si je vous en parle, c'est parce que à Saint-Dié, il y a quelque chose de spécial du nom de Monsieur Le Corbusier. Oui. C'est l'usine du Corbusier? C'est l'usine du Corbusier, oui. C'est l'usine Duval, Claude et Duval. En fait, Monsieur Duval, c'est un industriel, quelqu'un qui faisait des vêtements. Voilà, qui faisait des vêtements, parce que chez nous, il y avait beaucoup de textiles, on travaillait beaucoup le textile. Et il a demandé à un ami,
un ami proche qui était Le Corbusier, justement, de construire cette usine. Mais à votre avis, quand est-ce qu'il a fallu reconstruire la ville de Saint-Dié? Qu'est-ce qui s'est passé? À partir de quel événement? Basile? La guerre. La guerre. Laquelle guerre? La première. Non, la deuxième. La Deuxième Guerre, oui. Parce que Saint-Dié a été complètement Détruit. détruit. Alors on a demandé à M. Le Corbusier à reconstruire la ville de Saint-Dié, mais les gens ont eu un petit peu peur parce que c'était trop moderne. Donc le projet n'a pas abouti. Mais M. Duval a bien fait. Donc il a laissé une trace du génie de M. Le Corbusier. Donc c'est l'usine Duval. Voilà, donc je vous montre un plan de ce que ça donne. Vous voyez tout le travail de l'architecte, son imagination. Clément, tu imagines, tu n'imagines pas. C'est difficile à voir, hein? Voilà. C'est tout l'art de l'architecte d'arriver à dessiner, à mettre sur papier donc le dessin et la réalisation finale. Ben maintenant, vous allez devenir des petits architectes, des petits Le Corbusier, des petits créateurs. Alors, je vais vous inviter à inventer votre maison ou la maison de votre futur et à faire ça donc sur une feuille de dessin. Maintenant, à vous les artistes. Je faisais partie à Saint-Dié d'une équipe des jeunes patrons et je leur avais proposé de demander à Le Corbusier d'étudier le développement de l'industrie dans une région comme celle de Saint-Dié. Ce qui fait que quand la ville a été incendiée par les Allemands beaucoup plus tard, il n'a pas hésité à venir à Saint-Dié pour proposer un vrai plan d'urbanisme. Ce qui me plaisait chez lui, c'est que c'était avant tout un constructeur. Il travaillait, il construisait non pas uniquement pour son seul plaisir à lui, mais c'est un homme qui savait créer ce qui n'existait pas avant. Or, les créateurs, pour moi, restent des hommes rares et, je dirais, profondément respectables. Si aujourd'hui, la ville n'est plus que l'ombre d'elle-même, à cause des crises économiques successives, à Saint-Dié-des-Vosges, on n'a pas oublié que l'histoire de la ville est étroitement liée au textile et à la mode. Installée dans un bâtiment unique au monde, une seule usine textile perdure. Le seul bâtiment industriel que construisit le grand architecte Le Corbusier, par amitié pour son commanditaire, Jean-Jacques Duval, un éminent industriel local. Mais avant toute chose, nous allons remonter le temps et la colline de la Bure pour retourner sur les traces de la première cité qui préfigure le Saint-Dié d'aujourd'hui. Ici, sur la Bure, c'est le site emblématique donc de Saint-Dié, de la région de Saint-Dié. Donc là, en fait, le camp, il fait à peu près 300 mètres de long. Et tout le long, théoriquement, il était bordé par une muraille qui était un peu plus haute que celle-là, qui venait donc rehausser encore les rochers naturels qui étaient à pic. C'est à partir du 1er siècle qu'on constate qu'il y a une population sédentaire qui s'est installée ici. Entre le 1er siècle, donc les guerres entre Gaulois et Romains, jusqu'au 4e siècle, date à laquelle on peut fixer la destruction du camp dans les années 350. De par le matériel archéologique qu'on a trouvé, on arrive à reconstituer des pans complets de l'histoire des gens qui ont vécu ici. Certaines cabanes étaient dotées de serrures. On a retrouvé des serrures et des clés. C'est loin de la hutte avec la porte qu'on pousse simplement. Et on a trouvé également
très rare, des fragments de tuiles. Donc certaines cabanes étaient couvertes de tuiles déjà, de tuiles de type romain bien entendu. Avec toutes ces découvertes que l'on met en relation les unes avec les autres, on peut reconstituer leur cadre de vie. On sait qu'on a eu une vie très très intense, et notamment dans les dernières périodes au niveau du IIIe siècle. La ville de Saint-Dié ne s'est fixée qu'à l'emplacement actuel qu'à partir du moment où il y a eu christianisation et arrivée donc de Déodat. Le nom de la ville de Saint-Dié fait référence à un saint homme nommé Déodat, un moine qui arriva dans les Vosges vers l'an 669. Il y accomplit une série de miracles. Il redresse des poutres tordues comme il rend justice aux démunis ou fait surgir les eaux de la terre en tapant avec son grand bâton. Mais il ne faut pas lui chercher querelle car il est susceptible de jeter des sorts fatals ou d'apporter la dégénérescence physique à toute une communauté qui aurait bafoué la bonne croyance chrétienne. Après s'être retiré dans la solitude, au creux de la vallée, le saint homme aurait fondé un monastère avec une chapelle dédiée à Notre-Dame et aux apôtres, emplacement actuel de la cathédrale de Saint-Dié. C'est le premier foyer de rayonnement chrétien dans cette région et ce n'est que bien plus tard, au XIIIe siècle, que le village jouxtant le monastère prit le nom de Saint-Dié. C'était pas drôle, hein. Alors, on aurait aimé quelquefois que ce soit un peu plus facile, par exemple pour le ravitaillement, parce que c'était difficile. Pas de bonbons, pas de chocolat. Pendant la guerre, on n'avait rien. Il y avait des gens aisés qui réussissaient à avoir du marché noir. Le marché noir, ça a marché pendant la guerre. Hein. Tu me donnes ci, je te donne ça. Hein. On avait des tickets, mais des tickets, on avait droit à 50 grammes de viande par tête de pipe pour la semaine. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire avec 50 grammes? Rien du tout. Et puis souvent, on avait la viande, mais elle était tellement bizarre qu'on l'a donnée pour le chat de la concierge. Il y a eu surtout un bombardement qui a marqué, parce que là, il y a eu quand même beaucoup de gens blessés. Le 1er novembre, hein, c'était là tout ça. Il faisait un temps magnifique. Comme on était déjà dans les caves depuis au moins une quinzaine de jours, donc les gens sont sortis. Et c'est pour ça qu'il y a eu des blessés. Tu sais, il y a eu des trains qui ont descendu depuis Vanémont jusqu'à Saint-Dié. Arrivé à la gare de Saint-Dié, les wagons étaient l'un sur l'autre, quoi. L'aiguilleur à la gare, quand il a vu que c'était les wagons allemands, il a tiré la manette et les wagons ils se sont empilés les uns sur les autres. Ah oui, ça a fait un sacré déraillement. Et quand tout le monde a été voir, les Allemands ils ont réquisitionné tous les hommes déblayés. Le drame de Saint-Dié a commencé le 9 novembre 1944. Là, les Allemands ont fait faire le message par les pompiers de Saint-Dié qui transmettaient l'ordre des Allemands à tous les hommes de rejoindre la caserne Chérin avec 3 jours de vivres et des vêtements chauds. 1000 déodaciens sont partis pour Dachau, mais arrivés à la gare de Mannheim où il y a eu un gros bombardement, la gare a été détruite et là, le convoi n'a pas pu aller plus loin et c'est pour ça qu'ils sont restés à Mannheim. Alors, le débarquement juin 1944, Paris libéré en 25 août 1944, Épinal libéré en septembre 1944. Et à ce moment-là, on dit ça y est, au mois d'octobre, on est libéré à cette vitesse-là. Et les Américains n'ont pas pu continuer pour des problèmes d'essence. Ils sont stoppés là, et après, les Allemands ont pris les Vosges comme ligne de défense. Si bien que la libération d'octobre, elle a eu lieu fin novembre, et entre-temps, il y a eu l'incendie de la ville. Les Allemands nous avaient évacués dans la rive gauche et ils ont brûlé toute la rive droite. Ils ne touchaient pas la rive gauche parce qu'il fallait la place pour repartir sur l'Allemagne. Peut-être ils ont incendié Saint-Dié, ils ne l'ont pas incendié tout d'un coup. Hein. Tous les soirs, il y avait un quartier. Les Allemands, pour foutre le feu, ils prenaient des grenades incendiaires depuis dans la rue, puis ils lançaient ça au travers des vitres. Alors la maison prenait feu. Le feu a été mis comme maison par maison. Il n'y a pas eu une maison oubliée. C'était systématiquement, délibérément, toute la ville a été brûlée, il ne restait rien. Il y avait le haut-parleur qui passait dans toutes les rues, dans la rive droite,
disant que pour telle heure et telle heure, il fallait être parti des maisons sur Foucharus. Alors on est allé avec ma famille, on vivait dans les caves de Foucharus, on ne risquait pas là, sur des matelas qu'on couchait. C'est pareil, mais mon petit garçon qui avait 1 an et demi, il dormait sur un truc qui avait des pommes de terre. Il avait son petit berceau là. Et il fallait voir les couloirs de l'hôpital. Les gens par terre, dormaient par terre sur des matelas, c'était plein, ça grouillait de monde. Et tous les soirs, à Foucharus, on montait dans un grenier, on voyait brûler une partie de Saint-Dié. Tous les soirs à la même heure. Ils brûlaient un quartier. Pour nous, c'était presque un feu d'artifice. On a passé toute la nuit sur le toit, hein, pour regarder. On disait, ça y est, c'est notre quartier. Après, c'était la rue Saint-Charles. Après, ils l'ont brûlé par étapes. Ça a duré quoi, une 8aine de jours. On voyait sur des centaines de mètres des flammes jaunes, rouges. C'était vraiment quelque chose qui serrait. Hein. Ça fait drôle, hein. C'est sûr que ça fait drôle quand vous savez que c'est votre quartier, que vous savez que vous n'avez plus rien. Hein. Tout a été détruit. Là, vous savez que la cathédrale elle a été dynamitée. Il y a eu beaucoup de dégâts sur la cathédrale. Tout de suite après l'incendie, quand on a pu bouger un peu, on est venu en ville, là où on habitait, pour voir que tout était brûlé, il n'y avait plus rien. Alors, bon, on est reparti penaud. Et là, ce n'était que maisons sinistrées, des pans de murs noircis, c'était vraiment la désolation, là, totale. Hein. Sur la rive droite, il y avait que des tas de ruines. Les ruines, oui, ça fumait encore pendant quelques jours après. Hein. Ça sentait le roussi. On voyait les piles de draps qui volaient, là. C'était tout noir, ça faisait des lucioles. Oui, oui. Oui, avec le vent, là, s'il y avait du vent, tout ça, ça remontait, la fumée, les papiers qui volaient, tout, ça faisait des débris, oui. C'est l'enfance qui disparaît. Les photos aussi. Mes cahiers, mes bouquins. Oui, ça c'est douloureux. Oui, encore maintenant. Hein. Quelquefois je me dis, tiens, j'avais ça, je l'ai plus. Je l'ai plus, ça fait 64 ans que je l'ai plus, mais ça fait rien, ça me manque quand même toujours. Les gens ont été marqués profondément. La libération, ça n'a pas été une joie comme dans les autres villes qui ont été libérées. Quand on voit les images d'actualité où les Américains sont arrivés, ils ont traversé la ville, les gens étaient libérés, à Saint-Dié, il y a eu un traumatisme qui est resté longtemps. Ah oui, c'est vrai qu'on était gosses, mais ça nous a marqués. Hein. Quand on entendait les avions qui rasent comme ça, et même maintenant, quand ils font des manœuvres, les gros avions, là, ça fait comme bombardier. J'en ai la chair de poule. Ça me rappelle les bombardements de la guerre, et ça me fait peur. Vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui comment on vit dans ce genre d'époque. Je ne souhaite à personne de vivre une période comme celle qu'on a vécue à ce moment-là. C'était vraiment terrible. Voilà. Mais enfin, le temps, la vie continue, et puis il faut bien vivre. Et puis progressivement, en 1945, les déportés sont rentrés, et voilà. Puis après, c'est la vie qui était là. Certains ont conservé des objets tout à fait symboliques, hein, comme par exemple, on l'a ici, donc un verre qui a failli fondre, qui a échappé à la destruction et qui a été gardé comme témoignage. C'est une relique. C'est une relique dans le sens quasiment religieux du terme, parce que cet objet-là, c'est un objet qui a une valeur sentimentale qui condense justement toute cette période de destruction et de reconstruction qui est maintenant entrée dans l'histoire de la ville. Au lendemain de la guerre, la ville historique datant du XVIe, XVIIe siècle, la voie principale commerçante construite dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle sont en ruine.
C'est en constatant la gravité de l'état de destruction du pays que le nouveau gouvernement provisoire de la République française, dirigé par le général de Gaulle, crée le MRU, le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, le 16 novembre 1944, alors que la ville de Saint-Dié brûle encore. On a vu s'amonceler les cubes de pierre le long des rues qui avaient été retracées. C'est les prisonniers allemands qui ont fait tomber les murs qui restaient. Ils les ont boulés avec des perches, puis des criques. Alors je vois Saint-Dié comme avec plein de tas de pierres. Très bien rangés d'ailleurs. Dans un premier temps, effectivement, on a un certain nombre de tas de cailloux sur 3 mètres de hauteur en général, qui, de manière très dramatique, symbolisent uniquement les habitations et le tracé de la voirie. Donc à partir de ce moment-là, on a eu conscience qu'il fallait effectivement une reconstruction et que cette reconstruction elle allait peut-être durer plus longtemps que la guerre. Il faut se loger dans ce qui existe, donc on trouve place chez les habitants de ce qu'on appelle le faubourg Saint-Martin, Foucharus, et on s'entasse dans les pièces, les chambres, dans les caves, tout ce qui est disponible. La rive droite qui a été brûlée, il y avait des milliers de familles là. Eh bien, il a fallu les reloger. C'est là qu'on a commencé à construire des villages de baraques. Il y en avait un peu partout, des maisons en bois, ça traînait partout. Même les magasins ont été refaits, des grands magasins en bois, il y avait tout, l'épicerie, il y avait tout qui était refait. Les villages de baraques ont quand même duré plus de 10 ans, qui étaient des vrais villages, et tous ceux qui l'ont habité en ont très bons souvenirs. Pour nous, c'était la belle vie, surtout pour mes parents. Là, on a commencé à avoir de l'eau sur le Lévier. Mon père nous avait fait un lavoir dehors. Ce n'était que des baraques en bois, mais c'était un vrai paradis. Tout le monde avait son jardin entouré, à savoir ce qui fera le plus beau. On avait des arbres fruitiers, on mangeait des bonnes choses, on faisait des conserves avec ma mère. L'hiver était un peu dur parce que c'était pas facile à chauffer. C'était pas isolé en fait. C'était pas comme les maisons en bois de maintenant, c'était des planches qui s'imbriquaient les unes dans les autres. Certaines baraques vont perdurer en périphérie pendant encore de nombreuses années et finalement, après, ce sera à regret que les gens quitteront leurs baraques qu'ils avaient aménagées à leur goût, à leur fantaisie. Et au bout de 10 ou 20 ans, on s'est reconstruit sa propre histoire dans sa petite baraque provisoire, mais vous savez que le provisoire dure longtemps parfois. Là, devant, c'est quoi? La cabane est un des vestiges de la reconstruction de Saint-Dié. Et quand on a démonté toutes les cabanes qui restaient encore à Saint-Dié, la société philomatique a demandé à la mairie de pouvoir monter une de ces cabanes sur le site pour servir aux archéologues. Donc elle est entretenue, elle est en relativement bon état et en tout cas elle est telle qu'elle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de modification. C'est à ça que ressemblaient les cabanes de la reconstruction de Saint-Dié. Bon, c'est un peu sombre, ma foi. D'origine, par contre. Non, mais là, on a une idée justement de l'espace qui était alloué aux personnes qui pouvaient vivre dans une cabane comme celle-ci. On s'aperçoit que dans la reconstitution de cette demeure de fortune, le plus important, c'est effectivement le poêle et la cuisinière, puisque c'est autour de cet élément-là que s'organisait la vie de la famille. C'était là qu'on faisait chauffer l'eau chaude, puisqu'on n'avait pas l'eau chaude, pour la toilette, pour la cuisine, etc. C'était là également qu'on avait la chaleur du foyer. C'était vraiment l'élément central. Les baraques sont de différentes origines. Il y a des locaux qui ont participé donc à la création de modèles de baraques, mais donc les baraques qui ont été montées le plus rapidement, ça a été des baraques suisses, puisque les Suisses ont fait un très gros effort dès 1944, dès fin 1944, pour acheminer dans les régions sinistrées des bâtiments en kit que l'on pouvait monter d'une façon très très rapide, en une journée ou 2 jours. Au milieu des villes démolies, on voit s'élever ces constructions faites de matériaux récupérés sur place et où les habitants attendront la reconstruction définitive de leur foyer. Les grands projets d'urbanisme qu'on étudie pour demain donneront au pays plus d'aise. Mais les sinistrés pourront attendre ces réalisations sous des toits et derrière des fenêtres.
Ils pourront attendre les 1500 000 logements prévus dans le plan décennal. Ils pourront attendre le nouveau visage de pierre que préparent à la France les architectes d'aujourd'hui, ces villes et ces villages de demain dont les maquettes sont définitives. Moi, je trouve ça c'est bien passé parce qu'on s'est tapé un sacré boulot entre nous. On travaillait 10 heures par jour. On n'était pas 8 et on travaillait le samedi. Et moi, je travaillais le dimanche matin. Je n'étais pas le seul à le faire. Le général de Gaulle nous avait fait un discours quand on est rentré de déportation en nous disant « Messieurs, voilà, il faut se mettre au boulot. Il faut refaire les ponts, il faut refaire les lignes de chemin de fer, il faut refaire les maisons, etc. Allez-y au boulot. » Et on s'est mis au boulot parce qu'on était bien contents de trouver du travail et de rentrer sains. Dans un premier temps, le MRU nomme officiellement Jacques André, architecte urbaniste, pour dessiner les plans de la ville. Mais Paul Rézal prépare un plan très traditionnel soutenu par Madame Abel Ferry, députée des Vosges, et on demande à Jacques André de collaborer avec Rézal. Naturellement, Jacques André refuse puisqu'il est nommé lui officiellement. Et on demande à un moment donné à Jacques André de collaborer avec Le Corbusier. C'en est trop pour Jacques André, on lui demande de collaborer avec quelqu'un de très traditionnaliste, on lui demande de collaborer avec Le Corbusier, alors que c'est lui l'architecte nommé officiellement. Donc, à un moment, il jette l'éponge en disant « Écoutez, moi je démissionne dans des conditions pareilles ». Les conférences sont arrivées quand Le Corbusier a présenté son affaire. Les réunions étaient très suivies. C'était dans le cinéma Empire qui, lui, n'était pas détruit. Je ne dirais pas combien il y avait de monde. Il y avait une salle de cinéma qui était plus ou moins pleine. Ça se passait comme ça. Combien il y avait de monde il y a 50 ans, je ne vous le dirai pas. Donc là, on y trouvait Le Corbusier, Duval, qui a été son ami, qui l'avait amené, un peu les membres de la municipalité, enfin un certain nombre de personnes. Alors il y avait deux thèses. Il y avait reconstruire la ville, enfin disons telle qu'elle était, sur les mêmes bases. Et puis il y avait aussi le grand projet de Le Corbusier, qui lui avait proposé de reconstruire la ville, alors tout à fait autrement. Il nous a présenté son plan, ses idées, qui étaient bien sûr révolutionnaires. Nous avons appris qu'il y aurait 4 immeubles sur pilotis. Il faisait comme des gratte-ciel. Des buildings de 50 mètres de hauteur. Plus loin, une zone industrielle tout à fait indépendante. Donc pas de problème de circulation, pas de problème de croisement, pas de problème de feu rouge. Il avait des maisons à la périphérie de Saint-Dié qui étaient individuelles, mais la plupart des gens s'étaient rassemblés au centre. Donc on avait un axe historique avec le musée et la cathédrale, et puis d'autre part un axe civique, commercial, dont le gratte-ciel administratif de 75 mètres de haut était le point d'orgue. Il y avait 400 commerçants sinistrés à Saint-Dié. Rue Crutière, il y avait 20 à 30 commerces. Le gars qui avait un magasin, il voulait toujours son appartement au-dessus du magasin. Je crois que ce n'était pas possible. Il était dans une tour au 20e étage, et puis son magasin était, mettons, je ne sais pas, moi, 1 kilomètre, dans un groupe de magasins. On n'a jamais proposé qu'il y aurait un centre commercial. Des galeries, on n'a jamais parlé de ça. Parce qu'on a répondu aux commerçants, vous aurez une galerie marchande. Point final. Il y avait bien sûr des commerces, mais qui étaient regroupés. C'est un peu nos centres commerciaux actuels, mais bon, très très en avance. Il avait déjà, comme en tout, une trentaine d'années d'avance. Alors évidemment, il y a eu une polémique que vous pouvez bien imaginer entre ceux qui voulaient la ville reconstituée telle qu'elle était, et puis ceux qui voulaient profiter d'une ville nouvelle, qui ont été séduits par les perspectives de Le Corbusier, justement. Il y avait quand même quelques personnes qui étaient emballées, tout à fait intellectuelles. C'est vrai que Le Corbusier n'était pas quelqu'un qui faisait passer facilement son message et qui n'avait pas pris son bâton de pèlerin pour aller expliquer aux masses laborieuses et sinistrées quel pouvait être l'intérêt de son projet, quoi. C'était pas la question d'inventer une ville. C'était surtout la question que des gens qui avaient des professions, qui avaient des choses, voulaient vivre. L'un des plus beaux projets d'urbanisme de Le Corbusier est celui dont vous voyez ici la maquette. C'est une proposition qu'il avait faite tout de suite après la guerre,
pour reconstruire la ville de Saint-Dié dans les Vosges qui avait été presque totalement démolie. C'est un projet où se trouvent appliquées des propositions qu'il avait proposées depuis très longtemps, et ce qui ici est particulièrement intéressant, c'est le centre civique. Dans toute ville, il doit y avoir un cœur d'où partent toutes les impulsions d'énergie qui se répandent ensuite dans toute la cité. Des installations commerciales avec les logements des commerçants à l'étage, au-dessus de galeries couvertes pour les piétons. Ici, le centre hôtelier. Et ce qui est très important de remarquer, c'est la circulation automobile qui se fait à la périphérie du centre civique de manière à laisser tout l'espace intérieur entièrement libre pour les piétons qui sont redevenus, comme autrefois, les rois, les maîtres même de leur ville. Voici quelques unités d'habitation qui groupent environ 400 appartements, donc environ 1500 à 2000 habitants. Et puis ce qu'il y avait de très beau dans ce projet, c'était la proposition de grouper ici les ateliers et les manufactures de l'autre côté de la rivière. Et je crois que l'on peut dire, en pesant ces mots, qu'il n'est pas aujourd'hui un urbaniste dans quelque pays que ce soit qui, lorsqu'il fait un plan d'urbanisme, ne soit pas profondément influencé par cette manière dont Le Corbusier a proposé de réorganiser nos grandes cités. On peut dire que le plan de Saint-Dié était une des premières synthèses magistrales de l'urbanisme moderne. Ça répondait aux grandes idées de son époque, les idées de la charte d'Athènes, que chaque logement devait bénéficier de soleil, espace, verdure, ce qui était possible, étant donné que le centre de la ville était occupé par des grands bâtiments qui se trouvaient eux-mêmes disposés dans un parc réservé aux piétons. Et les habitants avaient le choix ou bien d'habiter dans ces grands immeubles, ou bien d'habiter dans des milliers de petites maisons qui se trouvaient dans leur périphérie. Charles-Édouard Jeanneret n'était pas venu en tant qu'architecte pour faire notre ville, il était venu pour faire son œuvre. Il s'appelait déjà Le Corbusier, c'était un artiste. Moi, je ne me souviens plus de ce qu'il a fait comme plan d'appartement de Saint-Dié, mais pratiquement rien. Hein. Il y avait des grands immeubles qui étaient dessinés d'une façon tout à fait succincte, et puis c'est tout. Là, il n'y avait pas de détails intérieurs. Et les détails que j'ai vus sur la Cité radieuse. Il était fortement question de nous expliquer qu'on était dans une machine à habiter, une unité d'habitation qui était fonctionnelle. On y trouverait crèche et jardin d'enfants, cinéma, la toiture équipée en salle de sport, qu'il était inutile au XXe siècle de faire soi-même son ménage ou un service d'entretien, qu'il était même inutile de faire ses repas et il y aurait un restaurant qui pourrait nous les livrer. Vous voyez le cadre de vie. D'une façon générale, les gens préfèrent rester attachés à la routine parce que ça ne demande pas d'efforts intellectuels. Le progrès, ça demande des efforts, une remise en question. Les gens, au fond, se révèlent très attachés à la routine. À Briey-la-Forêt, des milliers de gens ont trouvé le logement qui leur convient. Pourquoi ? On se rencontre souvent, vous voyez, on se rencontre plus souvent que, par exemple, si j'étais dans une ville ordinaire. Les voisins, ben mon Dieu, ceux que j'ai tout auprès de moi sont peut-être très gentils et parfaits. On n'entend absolument rien, on n'entend pas de bruit. Enfin, le point de vue de la sonorisation est excellent. Je trouve que c'est une très belle réalisation et que ceux qui se sont penchés ont su réunir à la fois les avantages de la ville et de la campagne. Quand même, c'est assez moderne, mais sauf que c'est pas assez grand. La conception de l'immeuble est telle que l'entretien est assez facile, ce qui permet d'avoir un bâtiment relativement propre et agréable pour tous les habitants de l'immeuble. Malgré un personnel effectif réduit, nous sommes que 4 personnes.
Je suis descendu à la cité radieuse à Marseille, qui était pratiquement terminée, mais pas habitée. J'ai vu l'appartement témoin. C'est pas du tout ce que voulaient mes clients. Ah oui, les gens n'étaient absolument pas d'accord, oui. Ah non, pas d'accord, du tout. D'ailleurs, ça s'est pas fait. Si ça s'est pas fait, c'est bien qu'il y a eu une raison. Je sais pas, c'est sûr que ça plaisait pas à Saint-Dié, on n'était pas fait pour ça. Non, mais Le Corbusier, c'était assez révolutionnaire. Mais pour les gens mûrs, les gens âgés de Saint-Dié, là, ça leur faisait peur, il faut le dire. Mon fils, il dit toujours, tu sais, ça aurait pas été mal quand même, mais il y aurait eu quoi, 4 bâtiments, c'est tout, dans la ville, un à chaque coin. Ça faisait combien de personnes dans chaque bâtiment, là? Je sais pas, moi, à l'époque, je voyais pas trop bien ça, mais enfin, bon. Peut-être qu'on était encore un peu vieux jeu, je sais pas. Je ne crois pas que j'aurais pu vivre, justement, dans une maison construite de ce style-là. Mais étant fini, peut-être que je me serais laissé tenter quand même. Mais au départ, je vous dis franchement, c'est pas mon style. C'est trop carré. Le sinistré de Saint-Dié, il voulait sa maison comme avant. Il voulait sa petite maison, il voulait son jardin, il voulait sa pelouse, il voulait 2-3 arbres, puis il voulait pouvoir tourner autour. Il y avait un avocat qui était le plus célèbre de Saint-Dié qui résumait bien la situation en disant « Moi, j'habitais à tel endroit, j'avais l'habitude le soir de faire pisser mon chien de la cour derrière, et tout ce que je demande, c'est la même chose. Qu'on reconstruise une arrière-cour où je puisse faire pisser mon chien. » Je vous avouerai que ce n'est pas très constructif. Mais ça résumait bien l'état d'esprit, je dirais, de beaucoup de déodaciens. Personne ne connaît Le Corbusier à Saint-Dié, à part 2-3 farfelus comme moi, parce que j'étais passé aux Beaux-Arts. Mais les gens ne connaissaient pas Le Corbusier. Sauf ce qu'ils ont lu dans la Gazette vosgienne pendant toute la période où il y a eu des polémiques. Donc, s'ils ont entendu parler de Le Corbusier, c'était obligatoirement, pouvait-on dire, de manière désobligeante. Quand on consulte un des numéros de la Gazette vosgienne, effectivement, on a une caricature du plan de Le Corbusier. Quand on voit ce plan et que l'on le compare à celui de Corbusier, c'est vraiment la malhonnêteté totale. Mais en fait, voilà ce que les déodaciens ont vu et avec quoi on leur a fait peur. Il y a eu Rézal, qui était architecte, qui a fait des conférences contre ce que ne voulaient pas les sinistrés. Puis peut-être au plus pour défendre Sorbistec. Parce que là, Le Corbusier, ça voulait dire que tous les architectes du coin, ils allaient aux champignons. Après la guerre, les industriels de Saint-Dié, sinistrés complètement, me demandent de faire le plan de leur ville. Tout le monde était d'accord au début. Tous les socialistes, les communistes, les grands bourgeois, etc., tout le monde était enthousiasmé. J'étais engagé par le conseil municipal. Et puis tout à coup, il s'est trouvé des types qui ont fait la petite chiquenaude méchante qu'il suffit de faire passer en ridicule des choses étudiées et méditées pendant une vie entière, n'est-ce pas? Et le plan de Saint-Dié a été rejeté avec pas même un merci ou même pas, ou rien du tout. J'ai entendu tous les propos tenus par ceux qui n'ont pas voulu de lui, quoi. C'était désagréable au possible, parce que il y avait des termes que je réfutais. Moi, c'est pas normal de traiter quelqu'un qui vient avec des plans, des idées nouvelles, de traiter de bon à rien et de con, c'est pas à dire, même si on le pense. Alors ça, il y en a eu pas mal. Mais c'était facile. L'art est difficile. Après toute cette bataille qui a duré 3 ans, Le Corbusier donc est évincé du plan d'urbanisme de Saint-Dié en janvier 1946. Et après la démission de Jacques André, c'est Raymond Malo qui va finalement reconstruire la ville telle que nous la connaissons aujourd'hui. Je dirais réellement qu'on ne peut pas faire une ville par un artiste.
Une ville, c'est quelque chose de technique qui correspond à des besoins. Le Corbusier, c'était un homme à la fois extrêmement sensible et extrêmement rigoureux. Comme chez tous les génies, il y a une part d'innovation qui peut paraître un peu folle. Le grand problème de Le Corbusier, c'est que quand on est en avance sur les autres, bien sûr, on est combattu et on est rendu responsable de tous les maux, de toutes les dérives qui vont avoir lieu par la suite. On a accusé Le Corbusier d'être le père de toutes les banlieues loupées, en disant c'est lui qui a lancé la mode de ces bâtiments en hauteur. C'était pas du tout ça. Le Corbusier est considéré comme le grand bétonneur ou le précurseur du grand béton absolument partout. En fait, pour Le Corbusier, le béton n'a jamais été qu'un moyen. Les trois choses avec lesquelles il construit, c'est la verdure, l'espace et le soleil. Remarquez, Le Corbusier, heureusement qu'il est arrivé, hein, c'était une bonne chose. C'était une bonne chose en fait, parce qu'on a vu qu'il y avait autre chose que ce qu'on faisait habituellement, d'une façon logique. Si on pouvait faire un reproche à l'architecture de Le Corbusier, moi je dirais que c'était quelque chose de presque trop fonctionnel au début, où tout devait obéir à un certain plan, à une certaine rigueur. Ce qui est troublant, voire touchant chez Le Corbusier, c'est que lors d'une visite de chantier de l'usine Duval, en pleine reconstruction, en fin décembre 1950, il découvre la rue principale, la rue Thiers, qui est aux trois quarts reconstruite. Et en repartant, il rédige une lettre en disant « Arrêtez le massacre, ne construisez pas le 4e îlot, c'est trop dommage parce que vous ne verrez plus la perspective à la fois sur votre histoire, donc la cathédrale, même si elle est en ruine, mais également sur la nature environnante, en particulier le jardin de l'Évêché, situé derrière la cathédrale, et la montagne de l'Ormont, qui est vraiment la montagne symbolique de la ville. » Je conserve toujours l'impression que Le Corbusier m'a plus donné que moi je lui ai apporté. Quand je vois le mal qu'il s'est donné pour faire cette usine, le soin avec lequel il a étudié les moindres détails, ça me remplit d'admiration. Le Corbusier, c'est vrai, et il avait fait plein de petits dessins, et M. Duval était très sensible à tous ces détails. Et c'est pour cela qu'il a essayé de faire passer ce grand architecte pour la reconstruction de sa ville, Saint-Dié, qui était complètement sinistrée. Ça a été un échec pénible. Et Le Corbusier a été marqué, et M. Duval lui a dit « Bon, en accord avec mon père, si vous n'êtes pas trop cher, on vous confiera la reconstruction de l'usine. » Et c'est ainsi que cette usine verte, Claude Duval s'appelle usine verte, a été confiée à Le Corbusier, et qui nous a inondé de plans, de détails aussi, pour montrer ce qu'il allait faire. On voyait la main de l'homme qui figurait dans les éléments qui restaient sur un béton qui allait dépasser les siècles. Le fonctionnement de l'usine Duval sur ces 4 niveaux. Vous avez tout d'abord la direction sur le toit terrasse, juste en dessous l'atelier de coupe. Au deuxième niveau, l'atelier de confection, le stockage au niveau du premier étage et les mouvements de livraison et de départ de marchandises au rez-de-chaussée. Quand on a vu le bâtiment de Duval, alors là, tout de suite, j'ai dit, oh, c'est ça autre chose quand même. Il n'y avait pas de comparaison. C'était mieux, c'est sûr. Et puis on voyait l'extérieur, on voyait les arbres. Donc c'est vrai que c'est plus agréable que de voir un mur. Alors, on ne se sentait pas prisonnier, un mur là, un mur là. C'était vraiment agréable. On voyait la nature, on voyait le dehors. On avait énormément de fenêtres qu'on pouvait ouvrir, des baies vitrées, donc on faisait des courants d'air. Ah, il me plaisait là, c'était bien illuminé. Les vitres qui sont devant, qui donnent sur la route là. Mais c'est clarteux et tout, c'était impeccable. C'est agréable, vous avez le soleil, derrière des stores jaunes et verts.
Alors en plus, il avait pris des couleurs assez qui passaient bien avec la lumière, jaune et vert, ça faisait... C'était déjà du double vitrage à l'époque, avec du sel rouge en bas pour l'humidité. C'était une usine textile et il n'y avait pas vraiment de poussière. Non, je n'ai jamais eu cette idée de poussière, d'usine à poussière. Ah oui, ça me plaisait le côté moderne, moi. C'était plaisant d'y travailler. Je dis toujours, j'ai travaillé dans une usine de rêve. On n'aurait jamais dit qu'on était en usine, quoi. Il y avait des gens, des fois quand on sortait, ils nous demandaient c'est un hôtel, ça, parce que... Oui, ça fait de la conception. Hein. Oui, vu de l'extérieur, ça faisait pas usine. Les gens qui passaient là, ils disaient c'est quoi? Et c'était l'usine. Elle est belle, son usine. Elle est belle. C'est sûr que ça fait pas les vieux bâtiments qu'on voyait autrefois, hein, ça c'est sûr. Mais elle est belle, son usine, oui. En plus de ça, c'était une usine qui était en pleine ville. Vous pensez que la cathédrale, le cloître, était à 100 mètres. J'aime pas. J'aime pas. Chacun son goût. Pour une usine, bon, bah, ça passe encore. C'est qu'une usine. Mais il aurait fallu qu'il change son style. Pourquoi prendre l'ossature d'une maison quand on construit une usine? Parce que c'est sa première ossature béton de ces cités radieuses. On ne va pas faire une usine en commençant à se mettre dans une carcasse de maison. L'usine Claudet Duval ressemble à une unité d'habitation, ça c'est tout à fait évident, par ses pilotis, par ses brises-soleil. En fait, il applique à l'ensemble de ses bâtiments les mêmes principes fondamentaux de l'architecture corbusienne. Le Corbusier a parfaitement senti et réalisé ce que mon père et moi nous lui demandions, de créer des locaux où le personnel se sentirait à l'aise. Et Le Corbusier, il avait un respect énorme pour le travail manuel. Il souhaitait des locaux où le travail manuel soit honoré. Et j'estime qu'il a réussi. Mon boulot me plaisait, mais en plus de ça, quand j'arrivais dans mon atelier le matin, je me disais « Oh là là, qu'est-ce que je suis bien quand même !» Et je prenais toujours plaisir à ce que le bâtiment ou mon atelier soit propre. J'estime que dans ma vie, même si je viens à mourir, j'aurais eu un petit quelque chose. Moi, je crois que ça valait la peine quand même. Alors, la maison de Pierre. Moi, j'aime bien les vitres rondes. Ça, c'est des panneaux solaires. Là, c'est une éolienne. Cette maison, tu l'as construite en quoi? En bois. Tout en béton, avec beaucoup de couleurs. C'est une maison en polystyrène. C'est une maison en polystyrène. La maison, elle est en nuage. Moi, j'ai fait une maison que en vitre. On les fait en pierre. En béton coloré. En béton coloré. C'est une maison aquatique. Alors les poissons se promènent dans la maison. Dans ma maison, il y a un tapis en herbe. Là, c'est un terrain de foot. Là, il y a un terrain de tennis. Tout ça, c'est des vitres. Je voulais une maison avec beaucoup d'ouvertures que la lumière rentre. Il y a un jardin avec des fleurs. Il y a une cheminée. Il y a un arbre pour pencher comme ça parce que c'est plus facile pour attraper les fruits. Bien les enfants, c'est super. Il faudra faire encore un petit effort en géométrie. Mais vous avez déjà une force en vous, c'est l'imagination. Alors vous la gardez, vous la conservez. Et puis après, peut-être qu'un jour vous verrez construire des belles maisons, des belles constructions. Voilà, peut-être que votre nom sera quelque part. Maintenant, on va sortir les enfants.